Monsieur de Scuter, l'enquête Thermomètre Solidaris sur la perception de l'offre alimentaire met en évidence une profonde méfiance des gens à l'égard des acteurs majeurs du système alimentaire que sont l'industrie alimentaire et la grande distribution. Comment expliquez-vous cette méfiance? Voilà, alors d'abord, je voudrais m'excuser auprès des organisateurs et des participants de cette journée de solidarité internationale de ne pas pouvoir être physiquement parmi vous. J'étais en fait empêché de venir en raison de réunions avant et après, mais en plus j'ai eu récemment un petit accident qui m'immobilise, m'empêchant de me déplacer. Voilà, je suis ravi qu'on ait pu trouver cette solution alternative. Alors d'abord, concernant la méfiance vis-à-vis des grands acteurs de l'agroalimentaire, je pense qu'elle tient au fait que beaucoup de consommateurs se sentent en réalité dépossédés du système alimentaire dont ils ou elles dépendent. Nous sommes au fond des récipiendaires passifs de biens de consommation alimentaire qui sont programmés pour nous, sans avoir aucune possibilité d'influencer la manière dont ces circuits alimentaires sont conçus, avec une information souvent très faible sur les produits que nous consommons qui nous empêchent de faire des choix éclairés et au fond une frustration qui se développe vis-à-vis de l'opacité de ce système. Et c'est la raison pour laquelle on a dans toutes les régions du monde, mais notamment dans beaucoup de pays de l'Union européenne, y compris la Belgique, de plus en plus d'initiatives qui renforcent les liens directs entre producteurs et consommateurs, qui permettent aux consommateurs de développer des alternatives au système agroalimentaire dominant et qui les conduisent à réinventer des solutions puisqu'ils ne sont plus satisfaits de cette dépendance sur le système agroalimentaire dominant qui leur est imposé. Il y a évidemment beaucoup d'obstacles à ce que ces alternatives se développent et on va y venir dans la suite de vos questions, mais très certainement je crois qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience que l'alimentation est un lieu dans lequel la démocratie doit s'instaurer et où une plus grande transparence, une plus grande reddition des comptes, une plus grande capacité pour les consommateurs de faire entendre leur voix est en train de s'imposer, et je pense pour le bien de tous. Oui, on a constaté en effet dans le thermomètre Solidaris ce désir des gens de reprendre le contrôle. Vous parlez d'obstacles, quels sont-ils selon vous? Écoutez, je crois qu'il y a une très grande difficulté à changer de cap qui tient essentiellement 4 facteurs. Le premier, c'est que nous avons une série de technologies, d'infrastructures qui ont été développées pour et en partie par les grands acteurs de l'agroalimentaire. Par exemple, les moyens de stockage, les silos qui permettent de stocker les récoltes, toutes les infrastructures de communication, de transport, plus exactement de transformation des matières premières agricoles en denrées comestibles, ont été pensées pour les grands acteurs de l'agroalimentaire. Et donc on a une sorte de verrouillage qui tient à ce que ces infrastructures, ces technologies ont été développées pour récompenser les économies d'échelle et au fond au service des grands acteurs de plus en plus dominants, de plus en plus concentrés de l'industrie agroalimentaire. Premier facteur. Deuxième facteur, ces grands acteurs sont extraordinairement compétitifs sur le plan économique. Ils réalisent des économies d'échelle, ils ont des réseaux logistiques très développés, ils ont une capacité de négocier sur les chaînes alimentaires qui est très forte, et par conséquent, il est très difficile pour les petits acteurs, les petits producteurs en particulier, d'émerger par rapport à cette concurrence qui leur est faite. Deuxième obstacle. Et troisième obstacle, c'est un obstacle qui est très important, qui est un obstacle culturel. Nous avons des modes de vie qui sont pressés, nous avons peu de temps à consacrer à l'achat de denrées alimentaires et, a fortiori, à leur préparation à la cuisine. C'est encore plus vrai des ménages plus pauvres qui, en général, ont moins de temps à consacrer à la préparation d'aliments cuisinés, qui ont des navettes, par exemple, plus longues du lieu du travail au domicile. Et donc, nous avons des modes de vie qui font qu'on se replie naturellement vers des aliments fortement transformés, qui ont des impacts négatifs sur la santé, on y reviendra peut-être. Et donc, ce troisième obstacle est un obstacle qui tient à nos modes de vie, à notre
à nos habitudes de consommation qui vont être extrêmement difficiles à transformer. Il y a un quatrième obstacle enfin, c'est que ces grands acteurs d'agroalimentaire qui aujourd'hui sont aux commandes du système n'ont guère intérêt à ce que les choses changent et ont un pouvoir important dans le système politique. En fait, ils exercent pratiquement un droit de veto sur toute transformation d'ampleur, et donc c'est un quatrième verrou qu'il est effectivement assez difficile de lever. Et c'est parce que ces verrous sont importants, ces verrous technologiques, économiques, culturels et politiques sont importants, que l'alternative, me semble-t-il, est de créer des systèmes, je dirais, divergents, alternatifs au système dominant, parce que je ne crois pas qu'on puisse du jour au lendemain révolutionner le système existant. Effectivement, quand on entend votre énumération des verrous existants, on est assez impressionné. Est-ce qu'il y a vraiment une possibilité, selon vous, d'en arriver à cette fameuse alimentation de qualité, saine, durable, éthique et qui, malgré tout, s'adapte à nos modes de vie dont nous venons de parler? Oui, c'est effectivement difficile et c'est la grande difficulté, c'est que la question de la durabilité des systèmes alimentaires est une question multidimensionnelle. De quoi se préoccupe-t-on aujourd'hui? Non seulement d'une alimentation suffisante à un prix abordable, notamment pour les ménages les plus pauvres, mais aussi d'une alimentation qui respecte l'environnement par la manière dont elle est produite et la manière dont elle est transformée, transportée, etc. Une alimentation aussi qui respecte une certaine équité des prix au bénéfice des producteurs et des travailleurs du secteur de l'agroalimentaire, et enfin une alimentation qui respecte une exigence de santé publique qui soit suffisamment nutritive, au lieu qu'aujourd'hui on ait une alimentation qui très largement est mauvaise pour la santé, avec des aliments fortement transformés qui sont riches en graisses saturées, en sel, en sucre ajouté, et qui au fond conduisent à des niveaux croissants de surpoids et d'obésité, notamment dans la population la plus précarisée. Notamment pour les femmes, mais il y a ici une dimension du genre qui n'est pas négligeable. Donc c'est difficile, c'est une série de facteurs à considérer ensemble qu'il faut donc traiter pour aller vers le système alimentaire plus durable. Et malheureusement, c'est un défi qui n'est pas facile à relever. Et je pense cependant que la multiplication d'initiatives locales, la prise de conscience des parents que ce que l'on sert à leurs enfants dans les cantines scolaires, la prise de conscience des employés de ce que l'on sert dans les cantines des entreprises peut affecter leur santé et leur épanouissement, est un signe tout à fait encourageant. Je veux dire par là qu'il y a beaucoup de verrous, mais il y a en même temps des préoccupations qui se font jour aujourd'hui, une demande de plus en plus forte de systèmes alimentaires plus sain et durable, et donc cette impatience est une source malgré tout d'espoir. Beaucoup semblent souhaiter que le consommateur puisse choisir non seulement en fonction de sa propre santé, mais aussi de l'impact sur l'environnement et ainsi de suite. Est-ce que ce n'est pas beaucoup demandé aux consommateurs? Est-ce que ce ne serait pas là plutôt le rôle des pouvoirs publics? Et si oui, est-ce que les pouvoirs publics commencent à jouer ce rôle ou pas du tout? Est-ce qu'ils sont plutôt du mauvais côté, entre guillemets? Écoutez, il y a 6 ans, quand j'avais entamé mon mandat de rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, j'étais convaincu que les solutions étaient entre les mains de l'État et qu'au fond, les pouvoirs publics avaient les clés qui permettaient d'opérer les changements nécessaires. Je suis de plus en plus dubitatif. Je crois qu'il ne faut pas attendre de l'État qu'il fasse les choses. On risque alors d'attendre longtemps. Et je crois que de plus en plus, ce qui importe, c'est que l'on utilise les différentes opportunités qui sont les nôtres de faire passer un message non seulement vers l'État, bien entendu, mais aussi vers le secteur privé, vers les entreprises de l'agroalimentaire, vers le secteur de la grande distribution, pour montrer que l'on n'a plus aujourd'hui seulement besoin d'une diversité d'aliments écoulés à bas prix sur les marchés, mais que les attentes sont de plus en plus
complexes, diverses, et concernent aussi les questions de soutenabilité environnementale et de justice sociale. Et je crois que par conséquent, nous avons chacun une responsabilité dans le choix de consommation et dans, je dirais, la micropolitique de le choix, c'est-à-dire notre capacité à influencer ce qui se passe dans les écoles de nos enfants, ce qui se passe au niveau de nos entreprises. Et nous avons une responsabilité de poser des questions pour que toutes les personnes qui sont en position de décideurs sentent des attentes qui se développent. Et je crois que c'est, au fond, peut-être un peu trop facile d'attendre de l'État qu'il fasse ces choses. Aujourd'hui, je pense que l'État ne bougera pas si des signaux très forts ne lui sont pas donnés par des citoyens ordinaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de voir justement ces citoyens se décourager en se rendant compte que quand ils lancent des initiatives locales, ils n'ont pas véritablement d'écho au niveau politique? Est-ce qu'il ne faudrait pas tout de même que l'État prenne un certain nombre de mesures véritablement importantes pour faire avancer cette situation? Et quelles seraient ces mesures éventuellement? Alors, il y a une conception de l'État, si vous voulez, qui est le régulateur imposant des normes. Il y a une conception de l'État redistributeur qui taxe et redistribue pour éviter l'exclusion sociale et, si c'était possible, réduire les inégalités. Mais il faut aujourd'hui aussi une conception de l'État facilitateur, c'est-à-dire qui favorise les innovations sociales, qui aide les citoyens qui veulent prendre des initiatives dans leur environnement immédiat à prendre ces initiatives sans rencontrer d'entraves et qui soutiennent ces initiatives, par exemple, effectivement, en amendant des réglementations qui font obstacle à ce que se développent des chaînes courtes ou à ce que se développent des marchés fermiers sur les places publiques. Donc, je crois que faciliter ces innovations sociales dont les citoyens prennent l'initiative est une tâche de l'État qu'on a peut-être jusqu'à présent trop sous-estimée. Il y a par ailleurs des choses qui se font. Par exemple, en communauté française, je vois de plus en plus d'écoles dont les cantines se fournissent auprès de petits agriculteurs locaux qui travaillent selon des méthodes soit bio, soit en tout cas plus soutenables pour l'environnement. Et ça se développe peu à peu. Donc il faut que ce mouvement qui démarre prenne de l'ampleur et que progressivement l'État s'en fasse l'accompagnateur et l'allié. Et peut-être aussi le garant, parce qu'on a vu dans le thermomètre solidariste que beaucoup de gens se méfient même du label bio, par exemple. Ils ont l'impression que là aussi, on les entraîne sur une voie qui n'est pas celle qu'elle prétend être. Donc cette méfiance dont nous parlions au début s'applique même à ces initiatives-là. Oui, je n'ai pas étudié d'assez près les dysfonctionnements qu'on dénonce parfois dans l'utilisation du label d'agriculture biologique. Ce qui est clair, c'est que la confiance passe en général et de plus en plus par des contacts directs entre les producteurs et les consommateurs. Et donc le bio, la labellisation des produits n'est plus vue comme un substitut adéquat à ces contacts directs. La confiance s'instaure dans le long terme entre les consommateurs et les producteurs. Et c'est pour ça que les chaînes courtes ont un tel succès, les paniers paysans, etc., ou encore les groupes d'achat communs de consommateurs qui se développent dans une partie de la Wallonie. Et donc, ça me paraît extrêmement intéressant de voir ces nouvelles manières de restaurer la confiance par des contacts directs, face à face, entre producteurs et consommateurs, qui veulent dépasser cet anonymat des rapports marchands, qui n'est pas la caractéristique seulement de la grande distribution, mais qui est aussi la caractéristique du label bio, par exemple, qu'on appose sur les produits, mais dont on ne connaît pas le producteur personnellement. Et donc, c'est effectivement dans cette évolution qu'on se trouve. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un retour à un mode de vie qui n'est plus du tout le nôtre? Est-ce que vraiment on peut aller vers un nouveau mode de vie qui est un ancien mode de vie? Je ne sais pas si c'est un ancien mode de vie. Je pense qu'il y a des éléments, effectivement, qui sont évocateurs d'une époque qui était non plus celle de l'agro-industriel qui s'est développée depuis un siècle pratiquement, mais qui était plus celui d'une économie plus localisée et d'aliments moins fortement transformés.
mais je pense que c'est les solutions d'avenir. Et je pense que c'est vraiment ici du 21e siècle dont on parle, parce que toutes ces transformations que les systèmes alimentaires sont en train de vivre, cette révolution par le bas qui est en train de s'opérer, ne sont pas seulement une réponse aux goûts changeants des consommateurs et aux attentes changeantes des consommateurs, c'est aussi une réponse aux circonstances qui sont celles qui nous sont imposées. Par exemple, le pic pétrolier qui explique qu'on ne peut plus avoir des systèmes alimentaires qui sont dépendants des énergies fossiles et des marchés alimentaires qui sont aussi étroitement liés au marché de l'énergie, avec une volatilité des prix très forte dès lors que énormément d'énergie est investie dans la transformation, le transport, l'empaquetage, la conservation des aliments. Et les chaînes courtes, c'est aussi une manière de délier l'alimentation de l'énergie et d'éviter cette volatilité des prix alimentaires liée à l'évolution des prix de l'énergie. Autre pression qui s'exerce sur le système actuel, c'est évidemment le changement climatique avec une spéculation sur le marché alimentaire et une volatilité des prix qui découle de chocs climatiques à répétition dans les régions dont nous dépendons pour notre alimentation. Le réinvestissement dans le système agroalimentaire local est une manière de réduire cette vulnérabilité, de bâtir une certaine résilience par rapport à ces chocs qui vont être de plus en plus nombreux et importants à l'avenir. Si on regarde par exemple le mouvement des villes en transition, qui a démarré en 2006 avec Totnes au Royaume-Uni et qui a plusieurs exemples en Belgique et qui a plusieurs dizaines d'exemples dans l'Union européenne, ce sont des villes qui cherchent à rebâtir des systèmes non seulement agroalimentaires, mais également d'énergie et de transport locaux pour éviter d'être, au fond, trop vulnérables par rapport à des chocs externes qui vont être de plus en plus nombreux à l'avenir. En d'autres mots, vous partiez de la question, est-ce que c'est au fond un retour au passé? Mais ma réponse, c'est que le passé avait parfois des bonnes solutions à prescrire qui conviennent à notre siècle, qui a besoin de trouver des solutions plus rapidement pour faire face à ces chocs auxquels on va être de plus en plus soumis. Dans une certaine mesure, nous pouvons donc, contrairement à beaucoup de gens qui ont répondu à l'enquête Solidaris, être raisonnablement optimistes. Vous savez, je ne pense pas que la question de l'optimisme ou du pessimisme soit ici une question vraiment pertinente. La question véritable est de savoir si on va opérer ces transformations avant que la crise ou les crises nous y obligent, et si on va par conséquent subir une transformation radicale dans la manière de nous alimenter à l'avenir, ou bien si on va préparer la transition de manière, je dirais, plus programmée et de manière plus étalée dans le temps. Il y a des pays qui ont subi des véritables révolutions dans la manière de produire et de s'alimenter en raison des crises qu'ils avaient subies. Je pense par exemple à Cuba qui est passé en l'espace de quelques années, entre 1991 et 1994, à une production agro-industrielle tout à fait typique sur des grandes fermes d'État qui utilisaient des tracteurs et qui étaient extrêmement avancés sur le plan technologique. Et ils sont passés à l'agroécologie en l'espace de quelques années, simplement parce que leur accès au gaz et au pétrole russe n'était plus aussi facile après la chute de l'Union soviétique en 1991. Ils n'ont plus pu compter sur ce soutien, si vous voulez, dont leur agriculture dépendait. Et par conséquent, ils ont subi cette crise, ils ont transformé en l'espace de 2 ou 3 années leur manière de produire. J'espère qu'on n'en sera jamais là et qu'on ne va pas devoir prendre des mesures d'urgence par rapport à une crise à laquelle il faudra faire face, et qu'au contraire, on pourra prendre conscience des pressions qui s'exercent sur le système dominant aujourd'hui pour programmer ces transitions de manière plus souple et gérable. Mais c'est ça l'enjeu, ce n'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme, c'est une question de savoir à quel rythme nous voulons planifier cette transformation. Et si nous voulons que ça dépende de nous, dans une certaine mesure. Oui, tout à fait.
Monsieur de Scuter, je vous remercie beaucoup et je crois que nous vous souhaitons tous un excellent rétablissement. Merci infiniment. Il y a un point, pardonnez-moi, oui, allez-y. J'ai été long, mais il y a un point dont je suis surpris que vous ne l'ayez pas soulevé, qui concerne et qui est au cœur, je crois, de vos réflexions aujourd'hui. C'est au fond la conviction qui est la mienne et de beaucoup d'autres que nous avons trop longtemps fait reposer l'économie agroalimentaire sur ce qu'on peut appeler une philosophie du low cost. C'est quoi? C'est l'idée que, au lieu de protéger les personnes vulnérables, les ménages les plus pauvres, par des politiques sociales robustes, redistributives, dignes de ce nom, on va garantir l'accès à une alimentation à un prix abordable en écoulant des produits à bas prix sur les marchés, quitte à ce que ceux-ci mettent hors jeu les petits producteurs qui ne sont pas suffisamment compétitifs, quitte à ce que ceux-ci conduisent à payer les fermiers des sommes dérisoires pour le lait, la volaille, des céréales qu'ils produisent, quitte à ce que ceux-ci conduisent à une concentration de plus en plus forte entre les mains d'un petit nombre d'entreprises aux différents secteurs de la transformation et de la distribution alimentaire. Cette économie low cost a été jusqu'à présent un substitut à des politiques sociales. Et ma conviction, c'est qu'on est à la fin d'un modèle et que l'on ne peut plus aujourd'hui prétendre postposer des politiques sociales plus généreuses, plus protectrices des ménages les plus pauvres, simplement par le maintien de ce système agroalimentaire low cost, un écrasement des prix, si vous voulez, qui est une source sans doute d'accès à l'alimentation abordable pour les ménages les plus pauvres, mais à un prix exorbitant, notamment pour la qualité de l'alimentation dont ils dépendent. Car enfin, cette alimentation low cost qui nous est donnée aujourd'hui en solution est une alimentation dont on mesure de plus en plus les effets négatifs pour la santé des personnes qui en dépendent. C'est pas par hasard que le surpoids et l'obésité frappent notamment les populations les plus pauvres dans les pays riches, qui n'ont pas au fond la possibilité d'acheter des aliments de qualité et qui n'ont pas surtout le loisir de cuisiner pour le repas familial en raison du mode de vie qui leur est imposé. Et donc je crois vraiment qu'il faut arrêter de se focaliser sur cette économie low cost comme une solution et passer à autre chose. Ça ne va pas aller de soi, il faudra des années pour cela, parce que dans l'immédiat, évidemment, des prix bas, c'est important parce que les ménages n'ont pas les moyens d'acheter une nourriture à un prix plus élevé, mais à terme, ce qu'il faut, c'est des politiques sociales qui permettent à chacun de s'alimenter dignement. Et je pense que c'est vraiment ce message-là que je voulais faire passer, cette transition-là sur laquelle je voulais insister. Oui, je crois que vous apportez comme ça de l'eau au moulin de plusieurs des participants à nos tables rondes qui vous en sont certainement reconnaissants. Je vous remercie moi aussi de votre participation et encore une fois, bon rétablissement.